Bien, merci à tous, on va reprendre. Et sans trop tarder, je vais tout de suite céder la place à Maëlle et Maxime. Maëlle qui, elle, est en licence 3 d'ethnologie et qui, dans le cadre de son mémoire, travaille sur la prostitution sur Internet, à travers notamment l'exemple du camming. Quant à Maxime, il est également étudiant en ethnologie en licence 3 et il travaille, lui, sur la réécriture métissée du mythe vaudou au sein d'un univers du jeu vidéo en ligne. Voilà, c'est à vous. Bonjour, tout d'abord je voudrais remercier les organisateurs du séminaire ainsi que l'association d'ethnologie qui s'occupe de la logistique. Je suis honorée d'ouvrir le temps de parole étudiant et j'ai choisi de vous parler de la pluridisciplinarité, euh, notamment en l'honneur de Dimitri Karadimas à qui ces séminaires ont été dédiés depuis le début du semestre. Alors dans un premier temps, je vais parler du mariage entre l'archéologie et l'ethnologie, et dans un second temps, je vais dissocier la pluridisciplinarité de l'interdisciplinarité, en me basant sur les travaux de Jean-Paul Reis-Weber. Donc ça va être une conférence assez dense niveau source, donc je m'excuse d'avance. Ouais. Donc pour commencer, je vais parler donc de l'alliance archéologie et ethnologie. Donc de grands ethnologues se sont prononcés pour cette alliance. Je vais en citer qu'un, ça va être Testard. Alain Testard, qui à la suite de André Leroy-Gourand prêche pour que les ethnologues aident les archéologues dans leur interprétation du matériel récolté. Donc il publiera à cet égard l'article Comment concevoir une collaboration entre anthropologie sociale et archéologie, à quel prix et pourquoi en 2006. Et ça m'évoque tout de suite le cas de la conférence d'Hubert Forestier, qu'on a eu donc dans ce séminaire, où il nous a partagé ses découvertes sur la grotte de Lang au Cambodge. Donc il a mentionné, pour ceux qui n'étaient pas là, le fait qu'il avait trouvé un corps de femme qui n'était pas enterré dans la même direction que tous les corps des hommes, et nous, en bon ethnologue, on a tout de suite réfléchi à pourquoi ça pouvait être comme ça, en fait. Dimitri Karadimas avait également compris l'intérêt de puiser dans l'archéologie. Donc, dans son article Hommage à l'anthropologue, Stéphane Rostin, donc, qui était l'intervenant de la semaine dernière, écrit qu'il aura su manier l'anthropologie et l'archéologie au profit mutuel de ces deux sciences. Sa démarche, extrêmement originale, aboutit à un entendement global transgéographique et transchronologique du monde mytho-iconographique indigène d'Amérique latine. Si je peux me permettre de partager une petite pensée personnelle, et qui, je pense, sera rejoint par Monsieur Leroux, c'est l'importance de considérer le temps long en ethnographie, notamment car les cultures que nous pouvons étudier aujourd'hui n'en sont que les conséquences. Mais pour revenir à Stéphane Rostand, lui aussi a su sortir du cadre tant par ses méthodes que par son association avec des ethnologues, mais également à des botanistes et des entomologistes. Il montre bien que la pluridisciplinarité peut dépasser la simple alliance ethnologie-archéologie, et au-delà de marier différentes disciplines, nous pouvons le faire de différentes manières. Donc je vais maintenant parler de l'interdisciplinarité et de la pluridisciplinarité en m'appuyant sur des exemples de séminaires. Et cette distinction est faite notamment par le philosophe Jean-Paul Reis-Weber, qui a écrit en 2011 un article nommé Les enjeux de l'interdisciplinarité, dans lequel il décrit du coup ces deux concepts, en plus de la transdisciplinarité, mais je ne vais pas m'attarder sur ce troisième concept pendant cette prise de parole. Donc, concernant la pluridisciplinarité, Reis-Weber écrit qu'il s'agit de la logique d'une mise en convergence de plusieurs disciplines en vue d'examiner sous plusieurs aspects une question donnée. Ce serait grâce à la convergence et à la discussion avec d'autres disciplines qu'on pourrait se rendre compte des limites de la sienne et de ce que les autres peuvent nous apporter. Je vais m'appuyer sur la conférence de Laurent Sagard pour imager. Donc, grâce à la linguistique, à la botanique et à la confirmation après par la génétique, il a pu aboutir à une théorie difficilement contestable à mon avis, puisque les trois disciplines ont convergé, sur le peuplement de l'Asie orientale. Grâce à ça, pour nous les ethnologues, on peut notamment comprendre pourquoi les Malais pratiquent l'ablation des dents, un exemple cher à Monsieur Leroux, qui a aussi été mise en lumière du coup par les archéologues. On voit bien que toutes les disciplines sont intrinsèquement liées. De ce qu'on trouve dans une discipline peut être confirmé ou affirmé par une autre discipline, et du coup se compléter. Mon second exemple, toujours sur la notion de pluridisciplinarité, va s'appuyer sur deux conférences. Je vais une nouvelle fois évoquer celle d'Hubert Forestier et ainsi que celle d'Isabelle Yaya Mackenzie sur les pierres fatiguées dans l'Empire Inca. Dans ces deux conférences, on a retrouvé la physique via la datation au carbone. De plus, le travail d'Isabelle Yaya Mackenzie est également la jonction avec l'histoire.
puisque plus largement, elle s'intéresse à l'Empire Inca jusqu'à sa confrontation aux colons hispaniques et à la chute de l'Empire. On retrouve ici la notion de temps long que j'évoquais plus tôt. Et ces méthodes utilisées sont très proches des méthodes d'historiens, puisqu'elles s'appuient sur des écrits coloniaux. Concernant l'archéologie, Jean-Paul Demoule, professeur émérite de protohistoire à Paris 1, écrit que c'est une discipline qui par définition est interdisciplinaire. La datation au carbone est une pratique courante, mobilisant, comme je l'ai dit, la physique, mais on retrouve également la chimie, la zoologie, même si apparemment c'est un terme qu'on n'utilise plus, l'histoire, et j'en passe. Vouloir l'émanciper de toutes ces disciplines serait déjà impossible, et ensuite lui ferait perdre tout son sens. Mon troisième exemple est la conférence de Nicolas Had, Autrefois on croyait au masque, basée sur les travaux de Michel Cartry. Ces derniers sont de bels exemples d'interdisciplinarité, c'est-à-dire l'utilisation de concepts issus d'une autre discipline, comme le définit Rex Weber. Et donc, Michel Cartry est formé à la psychologie, mais ce n'est pas le seul. On retrouve également Octave Manoni, qui reprend le fétichisme de Freud, et Robin Fox, dont Cartry a étudié les travaux qui mobilisent l'élimination du père. L'élimination du père, il transforme en déni du rôle des géniteurs pour expliquer l'émergence de sociétés matrilinéaires, donc dans une étude ethnographique. L'interdisciplinarité est quelque chose qui me parle particulièrement, donc je vais terminer cette ode à l'ouverture aux autres disciplines par mon propre vécu en tant que jeune étudiante en ethnologie. Donc, comme Swan l'a dit lors de ma présentation, je travaille sur les relations virtuelles et tarifées. Plus particulièrement sur une relation entre une camgirl, c'est-à-dire c'est la version virtuelle des peep shows, et les clients qui investissent parfois énormément d'argent et de temps dans ces relations. Déjà, la sexualité est, comme l'a souligné Anne-Christine Taylor lors de sa conférence « Les rapports sexuels comme forme d'action dans les mondes amérindiens », un tabou en ethnologie, bien que je pense que ça soit nuancé. Donc je peine un peu à trouver de la matière ethnographique sur ce sujet. Et de plus, très vite, mes observations ont soulevé beaucoup de questions, notamment sur les raisons qui poussent à entretenir ce genre de relations, c'est-à-dire la misère sexuelle ou plus globalement la solitude. Et c'est des sujets où les ethnographes ne sont pas forcément beaucoup pris ce sujet, alors que c'est quelque chose qui prend vraiment de l'ampleur dans nos sociétés. J'ai donc dû, sur les conseils de M. Leroux, mon directeur de mémoire, m'ouvrir à des travaux issus de la philosophie et de la sociologie, donc parmi lesquels j'ai choisi la théorie de la reconnaissance d'Axel Honneth, ainsi que la psychologie, avec le besoin d'estime de soi et le besoin d'appartenance et d'amour par Abraham Maslow. Sans ça, j'ai le sentiment que je n'aurais pu effleurer que la problématique en surface sans jamais réussir à apporter de vraies réponses. Et pour conclure, je pense qu'une ethnologie qui ne chercherait pas à s'ouvrir à d'autres disciplines serait une ethnologie forcément limitée, à la fois dans le temps qu'elle peut analyser, ainsi que dans ses concepts. S'allier avec les autres disciplines permet d'apporter des réponses à des questions que nous pouvons soulever, et d'autres, dans cette conférence, utiliseront le regard de la linguistique, par exemple. Et qui sait, peut-être qu'un jour, une autre discipline pourra nous expliquer, ou saura expliquer à Bernard Solato, pourquoi il existe un tigre à Bornéo, alors que rien n'indique que ce félin y a déjà mis les pieds. Oui, c'est mieux que le micro. Bonjour, tout pareil. Merci aux organisateurs, aux professeurs et à tous les participants de nous permettre de faire notre séminaire sur les séminaires. J'aimerais, pour introduire mon sujet, reprendre sur quoi Maël a terminé, c'est-à-dire la conférence de Bernard Selato à propos de l'autre tigre de Bornéo, et plus précisément du tigre dompté par la croix, qui renvoie à une forme de syncrétisme, ici imposée par le catholicisme. Cette idée de syncrétisme se traduit par un processus dans le temps, plus qu'à seulement une étape. C'est ce qui m'a renvoyé au sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est-à-dire le métissage culturel. Je ne compte d'ailleurs pas trop m'épancher sur le côté coercitif de certaines cultures sur d'autres, et des conflits qui peuvent découler de la cohabitation parfois soudaine des cultures, comme l'exposent les travaux de Laurent Di Filippo, qui est assis là-bas, à propos des zombies, ou encore des chamans. Il s'agit bien souvent de figures qui sont retranscrites de manière occidentalisée et christianisée, comme l'a d'ailleurs un peu été le tigre de Bornéo, à travers nos questions en comparaison avec le dieu chrétien. C'est quelque chose que j'ai retrouvé tout au long de mon analyse de comparaison, dans tous les univers, donc dans la plupart des univers modernes, qui sont très eurocentrés pour la plupart. Laurent Di Filippo emploie d'ailleurs l'expression de géographie imaginée eurocentrée dans les procédures de structuration de l'univers fantasy inventé, qui est Age of Conan.
C'est de ce type d'adaptation moderne dans des univers inventés ou réinventés, comme à travers les uchronies ou plutôt les univers de fantasy, donc comme Age of Conan, dont je vais ici principalement faire référence. Pour en revenir à la question de métissage culturel, j'aimerais vous faire part d'une citation tirée du Métissage, un exposé pour comprendre, un essai pour réfléchir, de 1997 de François Laplantine, donc un ethnologue français, en collaboration avec Alexis Nou, qui est un professeur de littérature, et qui renvoie à ce dont Maël parlait de nécessité de la pluralité dans l'étude anthropologique, ethnologique, plutôt. Donc ces deux professeurs et auteurs se sont penchés sur la question du métissage, en la différenciant d'abord de son premier aspect, qui serait biologique, aspect qu'on a pu voir dans la synthèse d'aujourd'hui avec Cécile Sarabian, donc. Ce qui peut paraître plutôt évident, donc, de l'éloigner de l'aspect biologique, mais aussi de termes comme l'hybridité ou la mixité en raison de la présence obligatoire de mobilité dans le métissage. C'est-à-dire que le métissage ne serait en effet pas un état, comme j'ai pu le dire auparavant avec l'exemple du syncrétisme, que je considère ici comme une forme de métissage culturel, mais qui serait plutôt une condition à cette évolution en perpétuel mouvement. Un métissage en perpétuel mouvement, donc. Donc cette citation tirée du chapitre La dynamique du devenir, que j'ai particulièrement apprécié, de l'ouvrage de Laplantine et de Alexis Nou, pour sa résonance avec les séminaires que nous avons eu la chance de voir. Le métissage naît comme type biologique, comme valeur quantifiable, mesurable, perçue donc dans le champ du visuel. Or, pour l'en sentir et lui donner toute son amplitude conceptuelle, il faut passer du spatial au temporel, c'est-à-dire au qualitatif, à l'incertain, ce qui s'écoule et qui fuit, d'où la difficulté ou la tentation d'en revenir à des catégories univoques et préconçues. Car le visible rassure, posant des limites et des définitions. Le métissage demande, lui, que l'on ferme les yeux. C'est dans la nuit que les êtres se rencontrent pour se heurter ou pour s'épouser. Mais cette nuit-là n'est pas ténébreuse. Comme dans la Genèse, elle est porteuse du jour, de promesses et des réalisations à venir. Donc, je tiens à dire que dans les interprétations que je vais faire, c'est des interprétations plutôt personnelles, généralement, sur des caractéristiques qui me semblaient plutôt justes, mais que je n'ai pas pu vérifier pour certaines. Je préciserai. Donc, dans un premier temps, j'aimerais reprendre le temps du rêve qu'on a pu retrouver dans la présentation de Bernard Moiseau avec le serpent arc-en-ciel, mais aussi plus tard avec Nastasia Martin à travers les chasseurs-pêcheurs du Pacifique Nord et l'importance de la forêt vierge de tout contact humain, ainsi que la question de symbiose entre êtres humains et les animaux qui rêvent de nous pendant qu'on rêve d'eux. Les rêves, c'est quelque chose d'assez présent dans la culture littéraire. J'ai pris l'exemple de La Contrée des rêves de Lovecraft, mais c'est aussi présent dans beaucoup d'œuvres de travaux surréalistes, ou des écrivains qui reprennent le même aspect du rêve que les aborigènes, comme Bruce Chatwin dans Le Chant des pistes, qui a fait connaître donc le temps du rêve des aborigènes d'Australie dont parlait M. Moiseau, qui est une ère qui précède l'arrivée des êtres humains. Ces deux rêves comprennent en effet la dimension d'intouché par les humains, ce qui pourrait sembler être une caractéristique intéressante à comparer avec des adaptations modernes. Comme vous pouvez le voir là-haut, j'ai choisi l'exemple du rêve d'émeraude de World of Warcraft. Le rêve d'émeraude serait ici un plan d'existence parallèle dans lequel les humains n'auraient jamais existé ou n'auraient jamais eu aucune influence. C'est un monde lavé de tout contact humain, ou resté tel quel depuis sa création en somme. Exactement ce que recherchent les chasseurs-pêcheurs de Madame Martin en passant dans les bois pour de nouveau rêver. De la même manière, et je vais m'éloigner peut-être un peu des séminaires en prenant l'exemple d'Hubert Forestier avec ses grottes de Langspin et de la préhistoire du Cambodge, et me rapprocher plutôt des légendes mythiques du Cambodge, ou en tout cas de l'art khmer, qui se rattacherait d'ailleurs à des figures de l'hindouisme et du bouddhisme. En fait, il s'agirait peut-être même de figures qui seraient antérieures à ces religions, ou au moins au bouddhisme, qui est plus récent que l'hindouisme, mais qui, par métissage culturel, aurait pris la même forme dans ces deux religions ainsi que dans la culture. Donc, il s'agit c'est plus qu'une interprétation, j'ai vérifié moi-même. Ouais. Donc, Georges Codès, dans ses études cambodgiennes de 1911, parle en effet de la légende de la Nagi, qui serait le féminin de la figure du Naga, que l'on emploie aujourd'hui beaucoup dans beaucoup de jeux vidéo, comme Donjons et Dragons, qu'on peut voir là-haut. Serpent d'ailleurs souvent associé à l'arc-en-ciel, bien que je n'ai trouvé aucun lien avec les cultures dites aborigènes d'Australie. Ces Nagi, ou Nagas, sont une figure souvent employée dans les univers vidéoludiques, donc, comme dans World of Warcraft ou Donjons et Dragons. Oui. C'est aussi un rapport que l'on retrouve plus loin
chez les djinns, dont nous parlait Isabelle Jabiot. Entre autres pour la question du génie. Ils ont des ressemblances physiques qui peuvent être proches, même si ça c'est que mon interprétation. Ces créatures surnaturelles, pas toujours incarnées, seraient issues de croyances sémitiques, de nouveau antérieures à la religion musulmane. Bien qu'aucun rapport avec les génies ne soit vraiment évident, le génie d'Aladin ne semble pas être un djinn. Dans Donjons et Dragons, les djinns sont considérés tout de même comme des génies. Et ils sont séparés d'ailleurs en 3 types dans les univers, comme les sylphes, mais aussi les Ifrites, que l'on retrouve dans beaucoup de jeux japonais, voire des jeux comme Dark Age of Camelot, où c'est un djinn. Ces djinns font d'ailleurs usage de mana, magie que l'on peut aisément mettre en corrélation avec l'article magie numérique, magie anthropologique, la mana dans la construction de l'efficacité rituelle, où Nicolas Meillan exprime cette idée d'efficacité matérielle de ce mana, où cette magie et par défaut ces êtres deviennent d'une certaine manière plus que des êtres imaginaires. Et pour conclure, il est intéressant de voir cette appropriation culturelle des univers ludiques, suivie d'un métissage d'interprétations pour coller dans un même univers. Il n'est pas rare, en effet, de sortir d'un rêve vierge de tout contact humain pour se retrouver en face d'un Naga Khmer qui discute avec un djinn sémite dans un univers de fantasy. Merci beaucoup. Donc maintenant, c'est un jeune homme volontaire qui nous vient de Blainville-Crevon en Normandie qui va prendre la parole. Il est très curieux, il s'intéresse à de nombreux domaines tels que la psychologie, la neurologie, la linguistique, la physique, la musique, l'art ou le sport. Il s'agit de Tanguy Jouet, puis ce sera sa binôme Pauline Pépin, qui, elle, est étudiante en première année de master d'ethnologie, qui prendra la relève. Elle est titulaire d'une licence renforcée en sciences humaines et sociales, et elle suit un diplôme universitaire de persan en parallèle de son master, et fait en outre partie du comité d'administration de l'association d'ethnologie de Strasbourg. Elle s'intéresse particulièrement à la Tunisie, sur laquelle elle travaille depuis son mémoire de licence, et cette année, elle a entrepris de s'intéresser à l'artisanat de la chéchia, petit bonnet de laine rouge dans la médina de Tunis. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Je suis extrêmement stressé, ça va se sentir, je le dis maintenant comme ça c'est fait. Voilà, donc moi je voulais vous parler dans une approche un petit peu linguistique, enfin pas vraiment d'ailleurs, mais de savoir ce qu'on pouvait apprendre de la relation entre les non-humains et les humains dans les évocations qu'on avait dans le langage parlé des humains. Donc pour ça, je suis passé à travers 3 conférences. La première, c'est celle qui porte sur les djinns de Isabelle Jabot. La deuxième, sur celle sur le tigre de Bernard Selato. Et la troisième, sur les corées et les masques de Laurent Gabeil. Je vais passer et je vais essayer de donner peut-être une approche d'étude sur on va dire les conclusions que je fais à propos des relations, et en passant par les 3 engagements ontologiques de Duranty, qui est donc un linguiste américain, qui donc, après avoir analysé beaucoup des études américaines sur la linguistique, va essayer de définir des champs d'études en linguistique. Donc la première conférence sur les djinns d'Isabelle Jabot, elle nous parlait de 3 évocations dans le langage. La première, c'était celle de l'humour ou de la moquerie. On avait par exemple l'exemple de quelqu'un qui faisait tenir une pochette de CD sur son nez et qui, l'interaction se finissait par « ou alors tu es un djinn » avec plaisanterie. La deuxième, c'est celle de réprimander les enfants ou de les disputer. Si tu ne rentres pas maintenant, le djinn va venir te chercher. Et la troisième, ce serait un certain interdit qui n'est pas universel, c'est-à-dire que toutes les personnes ne considèrent pas le mot djinn comme interdit, mais certaines personnes vraiment le voient comme il ne faut pas le prononcer, sinon il y a du danger. De ça, moi j'ai conclu d'abord quelque chose d'assez simple, c'est le contact quotidien avec les djinns, qui sont tout le temps présents autour de nous et qui se représentent dans le langage courant.
Et la deuxième, c'est une certaine ambivalence sur le fait qu'ils sont à la fois utilisés pour le rire ou la moquerie, et en même temps qui peuvent susciter une certaine peur. Dans la continuité des pistes que nous avait donné Isabelle Jabot, on a le langage comme forme d'organisation sociale, puisque par exemple ça peut permettre aux enfants d'apprendre le recours à la religion et l'apprentissage de la peur. J'ai fait aussi un parallèle avec les Dogons du Mali au niveau de l'ambivalence des entités surnaturelles. Les Dogons du Mali, pour leur dieu créateur Ama, il n'y a aucun problème, ils peuvent le prononcer librement. Cependant, Nomo, qui est l'entité surnaturelle de l'eau, peut être prononcé que par son prêtre, et c'est expliqué par l'ambivalence de l'eau elle-même, qui est à la fois l'eau qui donne la vie, mais qui est aussi l'eau qui peut noyer. Voilà, la deuxième conférence dont je voulais vous parler, c'est celle de Bernard Selato, qui nous a parlé du tigre de Bornéo. Le tigre de Bornéo, bon, déjà il n'est pas présent, et son nom non plus n'est en tout cas rarement mentionné. Que dire? Il y a aussi, on peut aussi jurer sur une dent, avec derrière l'image de la divinité qui juge, puisque la personne qui mentira se fera dévorer. Donc de ça, j'ai aussi perçu une ambivalence entre la grande crainte du tigre et une confiance totale en son jugement divin. Et perçu encore le langage comme une forme d'organisation sociale autour de l'apprentissage de l'évitement peut-être du nom du tigre. Bon, je vous avoue que je trouve un peu bancal cette rapprochement avec Duranty, mais ça peut quand même être intéressant. Ensuite, la troisième conférence, c'est celle de Laurent Gabeil sur les corées et les masques. Il y a deux choses. D'abord, donc les chants des masques, qui sont des chants modifiés, qui sont pas du tout l'apparence de chants humains, qui sont très difficiles à produire et presque effrayants dans les rituels. Et on a ensuite le langage décoré, qui est lui composé d'antonymes, d'inversions de phonèmes, et qui s'associe moins linguistiquement d'un comportement extravagant et d'une rupture des normes sociales. De ça, je vois moi la différence marquée que les Bassaris de Nouvelle-Guinée, de Guinée, perçoivent des corées et des masques. Et à la fois, je trouve ça très intéressant, surtout au niveau des corées, sur le fait qu'ils interprètent quelque part l'image que pourraient avoir les Bihil, qui sont les esprits. Ils interprètent donc l'image qu'ils auraient en mimant peut-être, d'ailleurs, ils ont une image d'ailleurs des Bihil qui est celle d'une vie inversée des humains, et vont par conséquent, par exemple pour les Corées, avoir des comportements d'inversion des normes sociales, d'utilisation d'antonymes, etc. Je trouve que ça se rapproche bien des trois engagements ontologiques, tant au niveau de code représentant l'expérience, parce que la manière d'exprimer des corées et des masques n'est pas du tout la même que celle des humains, tant comme système de différenciation et tant comme forme d'organisation sociale autour des rituels, etc. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, je m'arrête là. Merci, bonjour. Donc, je vous remercie déjà de m'écouter et merci aux organisateurs. Je vais vous montrer plein de photos de pieds et de mains, donc rien d'érotique ici, mais puisqu'on va parler d'objets, rien d'ambigu là non plus, ce sont souvent des membres qui sont utilisés pour les manipuler, donc calmez-vous, merci. Donc rapidement, je vous situe le terrain dont est tirée mon intervention. Ça se passe dans les deux villes entourées en rouge, donc Kelibia au nord et Chabba en Tunisie. J'ai réalisé un terrain sur les cérémonies de mariage dans le cadre du mémoire de licence. Et j'ai choisi de vous parler de l'utilisation des objets dans leur relation au divin.
ayant une dimension apotropaïque, donc protégeant du mal, et apportant chance et protection. Donc les photos qui suivent sont tirées de ce terrain. Avant de vous parler du sinouj, je tiens à préciser qu'il s'agit ici d'objets fabriqués à partir de végétaux ou tout simplement de végétaux, comme c'est le cas du sinouj, ou graines de nigel, qui est utilisé également dans le pain tunisien qui s'appelle tabouna, que vous voyez ici sur la gauche. Ici, elles sont jetées sur les objets constituant le zhez, soit le trousseau de la mariée, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite. Son rôle est d'amener une vie de couple heureuse et harmonieuse. Ce n'est pas sans rappeler le jeté de riz sur les mariés en France. Et la charge symbolique des graines est importante puisqu'elles sont en somme la plante à venir, la vie et la fertilité. Dans cette idée de bénir le mariage, régulièrement d'ailleurs au début des cérémonies importantes des jours du mariage, une femme allume le kénoun que vous voyez en gris sur la photo de gauche. Et il fait brûler de l'encens qu'on appelle le prour. Il s'agit ici aussi de bénir les mariés tout en conjurant le mal. L'atmosphère est alors plongée dans la joie et la célébration, agrémentée de zahrid ou youyou. Donc pour l'exemple, ça fait un autre élément très présent est le ambar. Donc c'est ce que vous voyez sur la droite de la photo, les petites boules noires. C'est une pierre odorante à l'origine qui était provenant de la baleine, mais du fait de la rareté et la cherté, maintenant c'est synthétique, mais sa fonction première, c'est l'odeur qu'elle diffuse. Elle se trouve à de nombreux endroits durant un mariage, comme ici c'est le cas sur c'est un cadeau à la mariée, donc qui est composé d'un petit bouquet, d'un meshmoum qui est de base un bouquet de fleurs, de jasmin, et d'un éventail, donc très utile quand vous portez une robe d'une ou deux dizaines de kilos en juillet-août pendant votre mariage. Toujours le ambar ici, donc là c'est à l'occasion du sderk, donc la cérémonie de mariage, de la signature du contrat de mariage. Donc on a offert ce petit chapelet composé de perles et de ambar aux invités, donc vous pouvez les voir sur l'arbre. La dimension religieuse est forte, il rappelle le sebha, donc le chapelet utilisé par les musulmans pour prier. D'ailleurs, l'homme est en train de réciter Al-Fatiha, la première sourate du Coran, et qui consacre d'ailleurs l'union religieuse des époux. Ainsi, à la manière des amulettes des aventuriers subsahariens au Maroc présentés par Ayoub el-Araf, ces objets sont vecteurs de protection dans l'immédiat, notamment contre des mauvais sorts, comme de réalisation des aspirations sur le long terme. D'un côté, aller en Europe pour les aventuriers, de l'autre, avoir une vie de couple heureuse pour les jeunes mariés. Bien que le destin, le mektoub, soit écrit d'avance dans l'islam, donc déterminisme divin, il s'agit de se donner des chances que l'avenir soit bon, en réalisant ce qui est prescrit et donné comme vecteur de chance dans la coutume, telle l'agentivité des aventuriers. Il y a bien ainsi, ici, cette dimension ordalique pour trancher les affaires humaines. La dimension apotropéique se trouve aussi directement sur les corps, lorsqu'on applique le véné, une plante venant directement du paradis selon l'islam. Si ce rappel du paradis enjoint à se rappeler que de tout faire pour l'atteindre, de la même manière que les mosaïques byzantines rappellent aux croyants d'être de bons travailleurs pour espérer entrer au paradis, tel que l'a exposé Alaoui el-Akhnati. Ce rôle eschatologique, donc fin de l'homme, du monde, est central. Les préceptes ont à être respectés par les croyants. Il rappelle aussi les modèles, le rôle de mémoria étant ici réalisé par la figure du prophète de l'islam. En somme, le aîné doit protéger la mariée, tout en lui promettant une vie heureuse et fertile, dans l'idéal islamique permettant l'accès au paradis. Et la bougie que l'on voit sur la photo à gauche a aussi ce rôle protecteur. Il est d'ailleurs porté par des jeunes filles en principe. Et sur le coussin blanc posé sur la mariée, on retrouve le ambar qui est brodé. C'est fou. Associé à cela, le harkous est un mélange de plantes broyées dont on fait un tatouage sur la peau, parfois en superposition du henné. Les motifs dessinés ils sont berbères à gauche, sur la photo de gauche, et ont des significations précises, tout étant dans le titre de la protection de la personne qui la porte, de lui donner la chance et de garantir sa bonne santé. Les symboles sont liés à la nature, les astres et autres éléments, et se réfèrent aux croyances anté-islamiques animistes. Ils peuvent aussi être floraux, et l'esthétique prime alors sur la symbolique, comme sur la droite. Conséquemment, ce qui est commun à tous ces médiateurs du divin est leur visée protectrice, notamment contre les mauvais djinns, surtout dans une période d'instabilité qu'est le mariage, puisqu'on n'est ni plus jeune adulte, non marié, ni personne mariée. On est dans une période de danger.
Car de la même manière que l'a montré Isabelle Jabio, c'est qu'ils expliquent tout malheur qui peut s'abattre et penser à un mauvais comportement. Il est donc impératif de se comporter de manière exemplaire et de protéger le groupe, dont les mariés dans le cas présent. C'est alors la nécessité, en plus des objets médiateurs, de paroles associées, auxquelles on ne fait plus attention dans le quotidien, tant elles sont récurrentes. Entre le Bismillah, Hamdoullah et l'Otf et autres incantations à Dieu, telles que l'a exposé Tanguy précédemment, les objets deviennent alors des paroles. Autrement, on trouve des points communs troublants avec le tigre de Bornéo de Bernard Selato. Il est aussi une entité divine entre deux mondes, car il est divin, mais il a des interactions et relations avec les humains. Et surtout, il est là pour donner une discipline morale et physique aux individus. Il est civilisateur. Les malheurs étant ici aussi le résultat de mauvaises actions. Comme dans la religion musulmane, maudire une personne est une faute grave et ici punie de mort par maladie. Est-ce là une idée venant du christianisme, un syncrétisme étant à l'œuvre entre le tigre et la religion monothéiste, ou simplement que plus généralement les croyances religieuses entendent réguler la vie en communauté? En définitive, on peut tirer plusieurs conclusions. Il y a une évidente fonction philanthropique de la pratique religieuse, le divin faisant office d'éducation morale. On souligne aussi un syncrétisme qui met à mal tout mythe d'une société vierge de toute interaction, christianisme et tigre, islam et pratiques anti-islamiques, qu'un nombre de pratiques en Afrique du Nord, interdites en principe par l'islam, ont été perpétuées par l'ajout d'éléments islamiques, prière, orientation vers la Mecque par exemple, par des transformations ou tout simplement en les continuant. Ces ensembles sont le reflet d'une longue histoire d'interaction culturelle, comme l'a souligné Bernard Selato. Cela rejoint Laurent Sagar et Stéphane Rostin. Les idées, les objets voyagent dans l'espace et le temps et créent des syncrétismes. Les cultures ne sont pas immuables, bien que comme Hubert Forestier les mise en exergue, en ce qui concerne les outils, leur fabrication obéit à des besoins et s'adapte à un milieu donné. Partant, les ensembles culturels sont le fruit et du milieu avec ses spécificités et des interactions avec les autres. Par extension, cela pose la question de la représentation de l'histoire, dont les sociétés industrialisées s'approprient le monopole, décrétant que l'histoire et la préhistoire appartiennent aux sociétés écrites. Les sociétés n'utilisant pas d'écriture, étant reléguées dans la non-histoire, voire comme un simple reflet de notre préhistoire. Donc, sur ce point, je vous réfère à la conférence d'Alain Testard, La préhistoire des autres, 2011. Et cette dernière mosaïque que vous voyez à l'écran, que j'ai vue au Musée national du Bardo en Tunisie, représente Daniel dans la fosse au lion, mais mis dans la fosse à 2 reprises par Doroamed et qui survécut. Il devint un personnage biblique prophylactique, donc qui protège la bonne santé, et fut représenté dans de nombreux objets. Donc finalement, je trouve que ça illustre bien la soupe que j'ai tenté de vous exposer, à savoir un homme prophète juif repris par le christianisme, qui vit tantôt chez les Babyloniens, tantôt chez les Iraniens, puni à contre-cœur par 2 rois zoroastriens iraniens, Darius et Cyrus le Grand, qui se retrouvent dans la Bible et finalement sur une mosaïque chrétienne du nord de l'Afrique, dans l'actuelle Tunisie. Merci d'avoir écouté. Merci à tous les deux. Donc maintenant, c'est Laetitia Lévy qui va prendre la relève. Elle a effectué une licence d'ethnologie à l'université de Nanterre et elle a en outre passé une 3e année en Erasmus à Amsterdam. Donc maintenant, elle nous a rejoint en Master 1 d'anthropologie à Strasbourg et elle compte réaliser son mémoire sur le bassi laotien pratiqué en France, mémoire dirigée par Monsieur Leroux. Par ailleurs, son binôme se nomme Judicaël Jugé, et il s'agit d'un jeune homme très prometteur qui, à seulement 17 ans, est déjà très engagé. Donc il est donc en L1, en licence 1 de sociologie, et constitue la relève des chercheurs à venir. De sciences sociales, pardon. Donc bonjour à tous. Donc tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs du séminaire, ainsi que les étudiants pour la logistique, et bien sûr tous les intervenants de cette année. Je les remercie pour la richesse de ce séminaire et surtout pour l'incomparable ouverture qu'elle représente pour un étudiant en licence première année. Voilà, donc ma présentation porte sur la place des sciences de l'autre dans la société contemporaine. Alors, je vais m'expliquer sur ce titre. Si je parle des sciences de l'autre et non d'ethnologie ou d'anthropologie, c'est parce que je pense que ce séminaire et la présentation aussi notamment de Maël a suffisamment bien montré le caractère essentiel de la pluridisciplinarité dans la recherche, la complémentarité dans la production de savoir, très bien montré par exemple dans les conférences de Stéphane Rostin et Laurent Sagar.
Ensuite, la société ici est entendue au sens large, et contemporain, c'est une temporalité que j'ai envie de situer dans la deuxième moitié et fin du siècle dernier, et que j'aimerais caractériser ici principalement par la conscience d'un monde fini. Je m'explique sur ça parce que, en fait, c'est pas si éloigné que ça, où les cartographies qui étaient disponibles même en Europe avaient des limites qui étaient les derniers explorateurs, là où ils étaient allés au plus loin, puis après on savait pas ce qu'il y avait. Donc voilà, et donc cette conscience d'un monde fini, elle est de nature à remettre en cause le modèle de développement de l'humanité, puisque comme nous l'expliquait Laurent Sagard dans sa conférence, ce développement s'est principalement effectué sur un modèle de conquête de nouveaux territoires, et voilà. Donc, qu'en est-il d'un monde, d'une forme de développement dans un monde fini? Voilà. Ensuite, donc ça c'est pour le titre. Ensuite, durant ce séminaire, j'ai été vraiment frappé par la richesse des connaissances qui naissent de la rencontre avec l'autre, ainsi que la profondeur de la remise en question que cela permet, ce qu'on a d'ailleurs particulièrement bien vu dans la conférence de M. Charbonnier. La question est donc la suivante. Que faisons-nous de ce savoir? Voilà. Donc, pour illustrer ce questionnement, je vais vous présenter le travail original d'un jeune collaborateur de Philippe Descola, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, qui s'appelle Alessandro Pinucci, et qui est parti chez les Hachoirs sur les traces de son illustre prédécesseur, et qui a écrit un livre sur la société qu'il a lui rencontrée et qu'il compare avec celle décrite dans Les Lances du Crépuscule. Il y a effectivement un grand écart entre ces sociétés qui ont largement évolué depuis. Donc voilà, donc livre très intéressant par ailleurs. Depuis cette rencontre, il s'évertue à travers des bandes dessinées à imaginer un monde où la relation commune à l'ethnologie serait renversée. Et donc c'est ce que j'aimerais vous montrer. Voilà. Je vous laisse un petit peu de temps pour lire. C'est ce qui pourrait donner si on imagine que la relativité culturelle était plus intégrée par nos politiques. Ces mêmes personnes qui jouent beaucoup sur les sentiments d'identité, d'appartenance, etc. Posons-nous la question de comment pourrions-nous saisir ce que nous apprend l'ethnologie et l'archéologie dans le domaine du politique. C'est évidemment une approche à proprement parler humoristique, il y en a d'autres. Voilà. Poussons un peu plus loin la remise en question que pose le concept de nature, notamment par ce que nous a montré Descola, qui n'est pas forcément une approche totale et absolument évidente. Et le simple fait, comme le disait M. Charbonnier, n'est pas fait qu'il existe 4 ou plus, ou on ne sait pas combien de façons de classer la nature, ou pas d'ailleurs, ou les autres et les non-autres, mais simplement le fait qu'il en existe plusieurs. Donc voilà jusqu'où cela pourrait aller. Si on va un peu plus loin et dans un autre concept, que donnerait l'animisme descolien dans notre culture? Voilà à quoi pourraient ressembler des intériorités qui nous ressemblent. Donc c'est ce que l'auteur appelle lui les mésanges punk. Donc c'est vraiment à ça qu'on aboutit si on prête ce que nous considérons comme culture dans des êtres de nature. Effectivement, ça fait travailler un peu le cerveau. Et ensuite, quelque chose qui nous touchera plus particulièrement, imaginons un anthropologue hachoir qui viendrait faire une ethnographie du monde occidental. Alors là, je pense que j'ai pas besoin de vous faire de sous-titres sur ce que ça renverse comme conception, etc. Même s'il y a évidemment des ethnologues, enfin, c'est pas une totalité, les ethnologues occidentaux qui vont faire une ethnographie sur d'autres cultures, mais ça pose quand même un certain nombre de questions. Donc voilà. Avec ça, ce que j'aimerais aboutir à dire, c'est que à l'heure où se posent de plus en plus des problématiques qui sont mondialisées, et qui sont d'ailleurs largement étudiées dans les domaines d'anthropologie et d'ethnologie, comme la perte de la biodiversité, les changements climatiques, j'ai un petit clin d'œil à Monsieur Cometti, l'effondrement énergétique, etc. C'est notre rapport à l'altérité qui doit être réinterrogé, puisque ce sont des problématiques qui touchent l'ensemble de l'humanité, et donc ça amène la conception d'une humanité comme une totalité, ou en tout cas un semblant de totalité, ou en tout cas
ça amène l'idée d'une communauté des vivants et des non-vivants. Et donc, du coup, la question est, bien évidemment, que pourra apporter l'ethnologie et l'anthropologie sur ces questions-là, qui sont bien évidemment très importantes, bien qu'ils ne seront pas évidemment les seuls à apporter des choses dessus. Donc la question reste tout à fait entière, et vous avez bien compris qu'en bon apprenti ethnologue, je pense, pose plus de questions que je n'offre de réponses. Voilà, mais j'espère que cette approche légèrement onirique vous aura apporté quelque chose, que ça ouvrira, j'espère, un débat. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à tous. Donc je me présente, je suis Swan Gastin-Jeffinazzo, je suis en Master 2 d'anthropologie ici à Strasbourg. Et mon terrain de recherche actuellement porte sur l'opposition citoyenne au grand contournement ouest, et plus particulièrement sur le rapport au sacré, voilà, sous la direction de monsieur Jérémia Comiti. Donc avant toute chose, je tiens à remercier les coordinateurs de ce séminaire, à savoir Jérémia Comiti et Pierre Leroux, ainsi que le comité d'organisation dont ils sont membres, avec Bernard Moiseau, Roger Sommet et Valérie Zetoun. Je remercie également mes collègues Romain Denimal, Marc-Emmanuel Grand-Georges et Brian Nemec, qui n'ont pas démérité tout au long du séminaire pour trouver des solutions aux problèmes qui ont pu se poser, avec une mention spéciale pour M. Nemec, qui représente en outre l'association d'ethnologie de Strasbourg, sans qui ces interventions n'auraient pas été immortalisées. En dernier lieu, je vous remercie tous pour être présents aujourd'hui. Donc, comme M. Juget l'a souligné, le propre de notre discipline est d'interroger l'altérité qui se fait parfois radicale. Donc, aujourd'hui, je me propose de vous emmener avec moi au Brésil, là où déménager sa maison en bateau passerait presque pour normal, tant les pluies diluviennes gonflent parfois les fleuves. Je vous emmène donc, mais en me prêtant à un exercice quelque peu particulier, inhabituel. En effet, les divers exposés de ce séminaire m'ont rappelé une expérience vécue il y a 6 ans de cela. J'ai eu alors la chance de quitter la France pour 3 mois de découverte. Non pas sur un terrain de recherche, mais bien au contraire pour faire une pause avec les études. J'étais alors membre d'une petite association désireuse de créer des partenariats entre l'Alsace et des communautés rurales brésiliennes. Et c'est par ce biais-là que je me suis retrouvé au sein d'un village Munduruku du Bas Tapajós. Rappelez-vous, Stéphane Rostin, dans son exposé, nous avait parlé de ce peuple de la famille linguistique Tupi, d'environ 11 500 individus, et connu pour être autrefois de valeureux coupeurs de tête. Mais comme vous le constatez, mon destin ne fut pas aussi angoissant que celui de Hans Staden, qui fut capturé par un peuple anthropophage. Là, j'invite peut-être M. Denimal à faire passer l'ouvrage, qui vous donnera une petite idée. Merci. Ainsi, l'occasion est trop belle pour ne pas vous restituer mes réflexions qui, je le précise, ne sont que des réflexions et n'ont pas donné lieu à un travail de recherche. J'en profite pour vous signaler que toutes les photos qui vont suivre m'appartiennent, mais que, bien évidemment, je n'ai pas le droit à l'image des personnes rencontrées. Voilà. J'ai donc séjourné entre Belém à l'est, à Manaus à l'ouest, en passant la majeure partie du temps dans la région du Pará, au sud de Santarém, connu pour cet endroit qu'on appelle à Encontro das Águas, là où les eaux du Rio Negro et de l'Amazone se rencontrent. En résumé, j'ai vécu le long du fleuve Tapajós, et oui, ce n'est qu'un affluent de l'Amazone. Et en arrivant sur place, je ne parlais ni portugais, et encore moins Munduruku. L'un de mes premiers compagnons fut donc ce cabot, répondant non sans malice au nom de Tigre.
Comment alors ne pas penser à Bernard Sellato et à son autre tigre, évoqué notamment en désignant des carcasses de chiens? La mort du tigre pouvait ainsi menacer la vie de qui bravait les interdits, comme l'a évoqué Tanguy Jouet précédemment. En ce qui le concerne, mon tigre n'était pas encore cané, mais il n'en était pas loin. J'avais cependant un autre allié. Est-ce que vous saurez le retrouver? Voici la hutte dans laquelle j'ai séjourné. La petite plante qui se trouve à l'entrée était censée me protéger des intrusions d'un serpent constricteur pendant mon sommeil. C'est du moins ce qu'il m'a été raconté, et je n'imaginais pas encore l'intériorité potentiellement vécue et ou prêtée à tel ou tel élément, comme l'a décrite Isabelle Yaya Mackenzie pour certaines pierres, ou Marc-Emmanuel Grand-Georges via son concept de symbolisation du réel. Ce dernier a d'ailleurs évoqué la richesse de la pharmacopée employée dans le Bwiti, à l'instar de celle utilisée en Amazonie par les pagés, c'est-à-dire les chamans. Et de la même manière, j'ai pu assister au prélèvement de l'écorce d'une licence non identifiée, puisque ce n'était pas un terrain de recherche. Voilà. Notons là aussi qu'il s'agit d'un prélèvement raisonné, quitte à recourir à certains rituels de propitiation ou de contre-don. Je me souviens ainsi de cette fois où le pagé et moi nous sommes rendus jusqu'à la demeure du Curupira, un esprit gardien de la source. Après avoir déposé une offrande de cachaça, donc c'était de l'alcool à base de canne à sucre, et un petit peu de tabac, nous l'avons prié de venir s'en délecter. Puis, sur le chemin du retour, donc là c'était l'hôtel où on avait déposé de ses offrandes, on est tombé nez à nez sur une tortue qui, d'après le pagé du village, constituait la réponse du Curupira. Le menu du soir était tout trouvé, soupe à la tortue. Il y a d'autres esprits qui font partie de la cosmologie Munduluku, notamment le Jurupari, sur lequel Dimitri Karadimas a également travaillé, mais je préfère me concentrer sur le Curupira. J'ai ainsi vécu une autre expérience avec cet esprit, lorsqu'une nuit, j'ai vu un petit humanoïde très poilu courir à toute vitesse. J'ai compris qu'il s'agissait d'un rêve lorsqu'un sifflement d'une inquiétante beauté me tira hors de mon hamac. J'ai immédiatement dessiné ce qui m'était apparu, et je l'ai montré le lendemain matin au pagé. Je lui ai raconté tout cela, et il interpréta cela comme l'acceptation de ma présence au sein de la forêt. Cet épisode me ramène à la présentation de Nastasia Martin, dont les mouvements étaient épiés par son hôte la nuit venue, afin de pouvoir interpréter ses rêves. En effet, le monde onirique joue un rôle indispensable dans la vie des peuples racines. Nombreux sont ceux au cours du séminaire à l'avoir rappelé. Le rêve est la porte d'entrée vers le monde des esprits, d'où l'importance de vivre dans un environnement propice. Mais parfois les esprits se font malgré tout discrets. Et pire, relate Éric Navet, les Blancs, beaucoup le constatent, font fuir les esprits, ou bien on ne les comprend plus, car désormais ils parlent la langue des Blancs. Même les esprits sont colonisés. Fin de citation. D'où l'importance pour les chasseurs-pêcheurs du Pacifique Nord de rester à l'écoute. Cela dit, je ne peux, à l'instar de Laetitia Levy, que me questionner sur la subjectivité du chercheur qui, confronté à d'autres réalités, est parfois amené à changer ses propres perceptions du monde, tel Jean Mallory qui, comme d'autres, s'en revient animiste. Les Inuits l'ont d'ailleurs surnommé « l'homme qui murmure avec les pierres », ce qui n'est pas pour lui déplaire et qui ne manquera pas d'interpeller Isabelle Yaya Mackenzie. Gageons simplement qu'au-delà de toute ontologie, l'instauration d'une relation de respect, de bienveillance vis-à-vis des humains et des non-humains contribue à maintenir un équilibre fragile, parfois décrit sous forme de flux. Pensez notamment au mana dans le Pacifique ou encore au kéros dans les Andes. Ces relations de réciprocité sont d'autant plus vraies que pour les chasseurs-collecteurs, lorsqu'une chasse se prépare, il y a aussi des rituels de propitiation qui sont effectués. Or, nous l'avons vu, les rapports de prédation sont primordiaux dans cet univers. Anne-Christine Taylor l'a décrit avec force éloquence en traçant le parallèle avec les rapports au corps.
car au-delà de la chasse, la notion de prédation régule plus ou moins consciemment les rapports entre les sexes. Les P de parasitisme et de polymorphisme de Stéphane Rostin viennent ici compléter cette trinité et entrent en résonance avec l'haltérophilie du chaman. Chez les Munduruku, les recherches menées par Maria Sully dos Anjos Farias Lemoine ne suggèrent pas autre chose lorsqu'est évoquée la figure primordiale de Karo Saibu. Je cite, Karo Saibu transformait les gens en grands porcs sauvages. C'est le symbole du mal. Il les transformait pour les punir, car il mettait de la nourriture de côté pour ne pas partager avec les autres. Fin de citation. La circulation équitable du butin de chasse régule ainsi à la fois les relations intracommunautaires, mais également celles avec les entités non humaines, comme a pu l'analyser Mario Blazer chez les Ishir du Paraguay. Ce dernier s'est ainsi penché sur la notion de développement durable, notion ô combien subjective une fois confrontée aux grands projets d'aménagement, certains diraient inutiles et imposés, et aux aspirations des habitants d'un territoire donné. La notion d'identité se combine alors pour déboucher sur un rapport territoire-identité éminemment complexe, comme l'a brillamment démontré Bernard Moiseau au sujet d'un groupe aborigène. Cette appartenance s'inscrit et se révèle alors dans des peintures corporelles et chargées symboliquement. Ainsi, chez les Munduruku, comme ailleurs, la question territoriale est essentielle et l'identité culturelle ne l'est pas moins. Aussi, les motifs apposés sur les corps nus révèlent-ils l'appartenance à tel ou tel corps social et viennent-ils en outre spécifier la nature des relations entretenues non seulement avec autrui, mais aussi potentiellement avec les entités non humaines. Être Munduruku, être un homme véritable, c'est être beau. Or, la beauté se trouve dans la nature. Par mimétisme, donc, à l'instar des objets présentés par Stéphane Rostin, les céramiques, les tissages et les peintures s'inspirent des motifs de la faune et de la flore. Parfois même des déchets, ces tessons retrouvés d'une civilisation passée. J'en veux pour exemple ce vase qui m'avait été offert, dont l'auteur s'inspirait des débris qu'il avait pu retrouver au préalable. Or, j'ai moi-même revêtu la parure de jeune guerrier Munduruku, et suite à un concours de circonstances, suis passé pour l'incarnation de l'esprit du Boto. Je m'explique. Pour les Munduruku, Iña Geofrensis est un dauphin d'eau douce qui séduit parfois les femmes sous les traits d'un homme blanc, couvert de peinture corporelle, et qui cherche à les entraîner avec lui dans les eaux du fleuve. Or, il se trouve qu'un jour, pressé par le départ prochain d'un pick-up en route pour Santarém, j'ai couru dans la rivière pour me laver comme j'avais l'habitude de le faire, avant de repartir aussitôt dans la forêt vers le village pour attraper la voiture à temps. En revenant quelques jours plus tard au village, la rumeur avait circulé que l'esprit du Boto se serait manifesté, colporté par des jeunes filles qui m'avaient aperçu pour la première fois depuis la rive voisine. Comme quoi, nul n'est à l'abri d'une équivocité non contrôlée. Je conclurai simplement en supputant que la recherche d'une terre sans mal, réunie une fois encore, semble bien être l'un des invariants de l'humanité. C'est du moins ce que laissent imaginer les formidables conférences entendues tout au long de ce cycle, si l'on se risque à une spéculation sauvage, exercice pour le moins stimulant. Merci pour votre attention. Chacun. Oui, en tout cas, je voudrais, parce qu'on va avoir un petit spectacle pour clôturer, avant d'avoir le pot, remercier avec mon collègue, je crois qu'on sera tous les deux d'accord là, pour une fois. Remercier tous les intervenants et étudiants, en tout cas je parle en mon nom là maintenant, qui m'ont impressionné individuellement et collectivement. Alors, bravo et merci à tous, c'est un haut niveau de réflexion et d'analyse que je trouve, en tout cas pour les L1, les L3, les M1 aussi, parce que finalement c'est pas très élevé en expérience. Vous avez été au-delà de nos souhaits,
Donc je suis très fier. Et puis bravo au chef de groupe Swan qui a fait un travail formidable. Coordinateur, oui, si vous préférez. Et vous savez, il faut accepter aussi la hiérarchie. C'est les sociétés traditionnelles assez hiérarchisées en général. En tout cas, prenez les compliments quand ils viennent, parce que de ma part, ils sont rares, vous le savez bien. Bravo et merci. Et je passe la parole à mademoiselle qui va venir. Les photos. Non, je tiens moi aussi à remercier Bravo. J'étais moi aussi impressionné positivement et je tiens encore une fois à remercier aussi Marc-Emmanuel, Brian et Romain parce que vraiment sont aussi votre aide. Donc, et Brian, que je viens de remercier. Juste une question, vous avez gardé les jolis motifs qu'on voit sur la photo? Non, ça part au lavage. Dommage. Ça tient un petit moment. C'est à partir de l'ingrédient naturel. Ça pouvait durer une semaine. Je parlais du droit à l'image. Ah, le droit à l'image, oui. Faut pas vous excuser, tant que vous utilisez vos images pour votre usage personnel, il n'y a pas de droit à l'image. Vous ne monétisez pas vos images. À partir du moment où vous ne les monétisez pas, vous pouvez les utiliser dans un cadre contrôlé. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de les mettre sur Internet si les gens sont reconnaissables. Mais à partir du moment où, ici, on est dans un cadre fermé. Il faut remercier aussi mademoiselle Elena Landman, qui est ici présente et qui a, tout au long des séances, pris les photos, joué le rôle de reporter et d'archive. Et donc, elle nous en offre aujourd'hui un patchwork, un échantillonnage, un kaléidoscope, d'après une sélection et qui passe un petit peu en anarchie. Ça va plaire à tout le monde. Sur le rythme, non, il y a un rythme chronologique, il y a une progression. C'est avant, d'accord. C'est juste histoire de faire une petite rétrospective, puisque j'avais un peu des scrupules à vous déranger avec le bruit de l'appareil photo à chaque fois. Mais voilà, moi je trouve qu'il y en a certaines qui sont vraiment belles et on voit l'attention aussi. Enfin, je pense que ça nous a tous vraiment pris au cerveau ou n'importe ces séminaires. Donc voilà, c'était juste pour partager et que vous voyez ce que j'en ai fait. Et si certains veulent en récupérer où ils sont dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors là, je reviens à l'intervention de... Alors, je ne me rappelle plus. J'ai dit Kael, je crois, sur la science de l'autre, c'était bien vous. En fait, c'est ça, c'est-à-dire c'est très important. Enfin, toutes les interventions étaient pertinentes et se complétaient très très bien. Et la vôtre m'a plus marqué sur le thème parce que ça rejoint la question de l'ethnoscience ou de la science. Elle est toujours méprisée, la science de l'autre, mais c'est la même chose avec la connaissance qu'on a des animaux, que les animaux ont de leur milieu, etc. On est toujours un peu... Mais là, on pensait il y a encore 10 ans que les oiseaux n'avaient pas d'intelligence, pas tellement, alors qu'on s'aperçoit qu'il y en a énormément. On s'aperçoit que les singes peuvent avoir une vie sociale très complexe, avec des choses très humaines finalement, ou nous très animales, enfin je ne sais pas. C'est-à-dire que le regard qu'on porte sur l'autre, il faut aussi arriver, et c'est ça l'apport de M. Cometti, très important depuis qu'il est là, qui insiste sur les ontologies descoliennes notamment, qui sont d'apparence peut-être un peu carré, un peu simple, un peu naturaliste finalement, et en réalité, quand on y réfléchit bien, pas du tout, car elle nous pousse à bien regarder il faut arrêter enfin c'est pas facile, mais essayer d'arrêter de penser comme des Européens. Quand on regarde l'autre, alors c'est pour ça qu'il faut du temps long, non seulement l'étude, Maël, non seulement vous avez raison sur le temps long, mais il faut du temps long aussi, dans l'intimité du peuple, de la société dans laquelle qu'on étudie. Parce que s'il faut beaucoup de temps pour arriver à comprendre, à moins d'être un enfant et d'avoir vécu, c'est un apprentissage tout à fait normal à ce moment-là. Mais quand on arrive adulte, il faut se déformater et puis finalement réapprendre autre chose sans rejeter ce qu'on est, puisqu'il faut aussi qu'on analyse d'après cela, mais
en acceptant sans juger, même inconsciemment. C'est pas simple. C'est la longue durée qui le permet, avec une certaine sensibilité aussi. Tout le monde ne peut pas faire ça. Oui, c'est justement pour essayer d'attraper le regard de l'autre au plus juste, au plus près. C'est pas facile. Et il y a peu d'ethnologues qui peuvent prétendre l'avoir fait. Et puis si on l'a fait à un moment, certains ont pu un peu le faire ou essayer en tout cas de. Mais c'est toujours des petits segments. C'est pas tout le temps. Et puis c'est des petites victoires, mais néanmoins importantes. Car la plupart du temps, il est très courant de trouver dans la profession des gens qui classifient, même pas méchamment, mais qui imposent, en fait, qui imposent un regard finalement naturaliste. Et c'est pour ça que cette insistance sur ces... Je comprenais pas au début, j'ai mis un an en fait. Maintenant, je le comprends. Vraiment, c'est important. Et très, très pertinent. Voilà. Et vous l'avez bien démontré ici, les uns et les autres, avec une grande complémentarité. Et une grande maturité aussi, c'est impressionnant ça, vraiment. Voilà, y a-t-il d'autres questions par rapport aux interventions? Ils sont bienvenus, sinon on va clore. Monsieur. J'avais juste une remarque parce que par rapport à ce que vous disiez sur les droits à l'image, etc., je voulais juste préciser que toutes les images que j'ai montrées de Alessandro Pignocchi, oui, c'est en vente dans ses livres, mais je les ai utilisées avec son accord. Voilà. Avec son accord. Voilà, c'était juste pour préciser ça. Vous êtes en relation avec lui? Non, je lui ai juste envoyé un message pour lui dire que j'allais l'utiliser. Il m'a dit qu'il était... Voilà, alors voilà une belle démarche déontologique. Remarquable. Bravo. Licence première année. Attendez, quand même. Là, chapeau. Donc maintenant, et alors, bon, maintenant, on l'a déjà un petit peu dit, vous étiez peut-être pas arrivé, c'était en retard, non? Non, c'est dommage. Et nous rejoindra donc le doyen avec une surprise, parce qu'il a perdu son pari, il faut qu'il paye la dette maintenant. Hein? Donc vous êtes tous conviés, il y a à boire, il y a à manger, on s'est cotisé pour faire un pot final sympathique. Et c'est pour nous faire pardonner aussi les erreurs techniques et puis nos lenteurs et ça fait qu'on a un petit peu débordé, mais ça valait, je crois, la peine, puisque ces jeunes gens ont travaillé, enfin je sais pas, c'est un beau résultat à mon avis, un beau résultat. Bravo encore, merci.